Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi 21. Je suis encore une fois accompagné d'Aurélien Attard. Comment vas-tu? Bonjour Clément, je me porte comme un charme aujourd'hui. Et toi? Ça va très bien puisque aujourd'hui nous allons inaugurer une nouvelle rubrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Aurélien Attard est rédacteur en chef de Formule Moyen et nous C'est conte bien tout vrai. le temps des belles histoires. C'est pour cela que nous avons créé les histoires du père Attard. Mon cher Aurélien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors je me suis longtemps creusé les méninges et je suis tombé sur un sujet qui pourrait intéresser les foules. Le moteur turbo-compressé en Formule 1, les origines. Alors, il faut rappeler que lors des années 60-70, la plupart des écuries utilisaient un moteur V8 Cosworth et seuls quelques résistants étaient là. Exactement, exactement, oui. Alors, le V6 turbo, c'est le moteur standard en Formule 1, mais à l'époque, c'était le V8 qui prédominait. Cosworth est arrivé par l'intermédiaire de Ford en Formule 1 en 1967 avec un moteur V8 qui a vraiment assommé la concurrence, qui a détruit Ferrari. C'est vrai que à part Ferrari, Matra et BRM qui construisaient leur V12 maison, qui était relativement puissant mais peu fiable, eh ben, tout le plateau était propulsé par des V8 Ford Cosworth. Pourtant, en 1975, le président de Renault, Bernard Arnault, exprime son souhait d'intégrer le championnat du monde de Formule 1. Alors, Renault débarque en Formule 1 en 1977. Et ce qui est très intéressant sur cette première Renault de Formule 1, c'est au niveau de son moteur. Il n'y a pas de V8 Cosworth, il n'y a pas de V12 maison, de V10, de ce que vous voulez. C'est un V6. C'est un V6 turbo compressé. Alors, les avantages d'avoir un V6 turbo compressé en Formule 1, ben, ça concerne la place occupée, qui est beaucoup plus faible comparé à un V8. Un moteur V6 est beaucoup plus petit, compact, léger, plus facile à installer. S'il est bien utilisé, il est beaucoup plus puissant aussi. En revanche, les inconvénients, c'est au niveau de la fiabilité, qui est très dur à trouver. Il y a aussi un espèce de turbo lag, c'est le terme technique, c'est-à-dire que le pilote appuie sur la pédale d'accélérateur, rien ne se passe pendant 1 ou 2 secondes, et puis d'un coup, il y a 1200 chevaux qui débarquent d'un coup, et bien sûr, c'est au pilote de savoir contrôler tout ça. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais Renault préfère voir les avantages, et donc du coup, en 77, la première Formule 1 propulsée par un V6 turbo compressé débarque. Tout à fait. Et alors, ce qu'on peut noter, c'est que ça aurait pu paraître étrange d'arriver avec un moteur turbo, étant donné que sur certains circuits en ville, ce turbo lag présentait beaucoup plus d'inconvénients. Par exemple, à Long Beach ou à Monaco, avoir un temps de latence de 2 secondes sur les circuits, où parfois 2 secondes, c'est le temps quasiment d'une ligne droite, c'était un peu spécial. Et cette Renault a connu quelques moqueries au début. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est à Silverstone en Grande-Bretagne que Renault effectue son premier Grand Prix en Formule 1. Et les Anglais ont instinctivement trouvé un surnom pour cette voiture, la Yellow Teapot, à savoir la théière jaune, parce que les Renault étaient jaunes, et théière pour la fumée que le moteur dégageait en cassant. Donc oui, ces débuts n'ont pas été couronnés de succès malheureusement. Alors, cela est pour les débuts, sauf que après, Renault a commencé à beaucoup travailler, savait où l'écurie allait, le moteur a commencé à faire des résultats, faire des podiums jusqu'à la première victoire. Exactement, bah, Renault s'est entouré d'une très bonne équipe. Il y avait Bernard Dudot qui était en charge du moteur, de sa conception, de son développement. Bernard Dudot, c'est pas n'importe qui. Il y avait aussi Jean-Pierre Jabouille, excellent pilote français des années 70 en Formule 1, tout comme en endurance, qui faisait partie du projet. Et là, bah, à force d'échecs et avec beaucoup d'expérience acquise, en 2 saisons, bah, la mayonnaise finit par prendre. En 1978, il y a déjà des premiers résultats en qualification sur des circuits très rapides comme l'Autriche et comme l'Italie, avec des secondes lignes. Et puis en 1979, première pole position à Kyalami, circuit rapide aussi. Une nouvelle pole position en France à Dijon, suivie d'une victoire.
pour Jean-Pierre Jabouille. René Arnoux, d'ailleurs, on s'en souvient, s'est longtemps battu en piste avec Gilles Villeneuve pour le compte de la seconde place. Finalement, il doit s'incliner et termine troisième, mais ça fait quand même 2 Renault sur le podium pour 2 saisons seulement en Formule 1. D'ailleurs, c'est marrant puisque cette course-là, on se souvient plus de la bataille pour la seconde place que du vainqueur, ce qui est un peu bizarre puisque c'était un grand événement que Renault gagne avec cette voiture. Exactement, exactement. Comme on a pu le dire avec les moqueries anglaises et tout le tralala, c'est que les observateurs voyaient aucun avenir avec un V6 turbocompressé. Ils pensaient juste que Renault allait jeter de l'argent par les fenêtres pendant X saisons jusqu'à ce que le losange en ait marre et se casse ailleurs. Et là, pour le coup, ça marche, ils voient très bien que ça marche. Et ça va continuer de marcher parce que cette saison encore, sur les circuits donc rapides comportant de très longues lignes droites, eh bien Renault signe de très, très bons résultats. Des nouvelles pole positions en Allemagne, une pole position en Autriche, aux Pays-Bas et en Italie. Et ces bons résultats vont avoir un phénomène dans le paddock, puisqu'avant on était dans une normalisation avec Ferrari, voire deux trois autres écuries qui construisaient leur propre moteur, et tout le monde qui passait en V8 atmosphérique Ford Cosworth. À partir des années 80, plusieurs écuries se disent que Renault a peut-être la bonne solution. Exactement, exactement, tout à fait. Ferrari est la première à suivre l'exemple. Elle abandonne son traditionnel V12 maison, son V12 Boxer à plat, pour un V6 en 1981. Les premiers tests ont été effectués en 80, mais ils n'étaient pas très bons. En 80, donc, la première Ferrari turbocompressée débarque en Formule 1 avec une victoire d'entrée de jeu pour Villeneuve à Jarama, en Espagne. Et peu de temps après, d'autres vont suivre. Je pense à Brabham par l'intermédiaire de BMW en 82, Porsche aussi avec les techniques d'avant-garde de Mansour Roger en 1983 et bien d'autres aussi. Et puis en 1983, événement, puisqu'on assiste au titre d'un pilote à moteur turbo. Exactement, exactement. Après des années de développement, des millions de francs investis, eh bien Renault ne gagne pas le titre. C'est Brabham qui remporte le titre pilote et le titre le titre constructeur par Ferrari, autant pour moi. Mais le titre pilote avec Nelson Piquet. Tout s'est joué dans la dernière course. Prost casse et Piquet ramasse les points en bon épicier pour remporter le titre. Un championnat un petit peu flou, si j'ose dire, car des suspicions de tricherie ont été comment dirais-je, relevées sur les Brabham BMW qui auraient utilisé un carburant avec un taux d'octane supérieur à la moyenne. Au final, cette tricherie a été avérée, c'était vraiment le cas, Brabham trichait, mais Renault n'a pas souhaité saisir la FIA. J'imagine qu'il ne voulait pas gagner un titre sur tapis vert. Donc Piquet a gardé son titre. Ferrari, bon, qui n'a pas triché, enfin, du moins à ce que je sache, conserve son titre constructeur également. Et puis Renault, désabusé, va continuer encore quelques saisons en Formule 1 pour finalement quitter le F1 Circus en 85. Mais au final, la magie a opéré, si j'ose dire. Tout le monde jure par le V6 dès à présent. Alors tout le monde jure par le V6, tu l'as dit, Ferrari, BMW, Honda, Renault, Tag. Bon, c'est un peu cocasse que Renault soit les premiers du lot à jeter l'éponge en F1. Ils reviendront des années après couronnés de succès. Mais on est dans une belle histoire, un nouveau moteur est arrivé. Et puis finalement, comme les belles histoires, cela a une fin. Oui, 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 la fin intervient à la fin des années 80. Au final, le V6 aura une période de gloire d'un peu moins de 10 ans. Les machines devenaient de plus en plus puissantes, de plus en plus rapides, les moteurs turbo étaient de plus en plus améliorés, on atteignait jusqu'à 1500 chevaux en mode qualification. Plusieurs pilotes d'ailleurs commençaient à se plaindre de la dangerosité des monoplaces. J'ai en tête cette phrase de Gerhard Berger qui disait que conduire ces voitures, ça relevait à piloter des fusées. C'était humainement impossible. Il disait que il ne conduisait même plus, il tournait le volant jusqu'à positionner à peu près la voiture dans la bonne direction et puis ils écrasaient la pédale d'accélérateur. Il y a eu aussi
de nombreux accidents qui ont commencé à, comment dirais-je, à alerter la FIA. Je pense à Elio De Angelis qui s'est tué au Paul Ricard dans des essais privés en 86. Et donc du coup, fin 1988, les turbos sont bannis de la Formule 1 et tout le monde revient à des architectures un peu plus classiques, des architectures atmosphériques. Eh bien écoute, je pense que nous pouvons conclure sur cette fin d'histoire. C'était une belle histoire, mon cher Aurélien, que tu nous as racontée. Espérons que de nombreuses suivent. Je te remercie et puis on se dit à une prochaine pour un nouvel épisode de Multi 21. À très bientôt.